merci d'être là, j'espère que ça va bien se passer pour vous. Donc vous allez souffrir mon accent français, comme les développeurs des États-Unis ont dû souffrir l'accent français aussi aux États-Unis. Donc je m'appelle Sergei, j'étais architecte logiciel chez KDE France. Et aujourd'hui, je voudrais parler un tout petit peu sur tout ce qui est réseau. D'accord, c'est un sujet toujours hyper compliqué. Et donc, malheureusement, en fait, pendant cette session, je ne pourrai pas vous donner une liste des choses à faire de A à Z pour fixer tous vos problèmes. Voilà. Je ne suis pas sympa. Mais bon, je suis quand même sympa parce que c'est toujours compliqué avec les problèmes de réseau parce que c'est assez bas dans le source, dans le code de 4D que pour vous et même franchement en termes pour nous-mêmes, ça reste toujours une boîte noire fermée, sans aucun accès, on ne sait pas ce qui se passe dedans, on n'a souvent pas aucun symptôme de comprendre ce qui se passe et juste le fait que c'est pas local, c'est lié aux plusieurs machines qui communiquent entre eux, on peut avoir tellement beaucoup de raisons, de petits problèmes, de petites différences de configuration, de petits problèmes qui peuvent arriver, que même nous, au niveau de source C++, quand on travaille au niveau de notre code, quand on développe, on a du mal à voir d'où vient le problème, et c'est pour ça, en fait, l'une des raisons pourquoi n'importe quel problème réseau apparaît toujours avec ce fameux dialogue de erreur critique réseau, déconnectez-vous s'il vous plaît, et recliquez sur le bouton OK pour sauvegarder votre erreur. Donc, en gros, pour moi, le but de cette session-là aujourd'hui, c'est de un peu rappeler les petits détails qui ne sont pas très connus ou peut-être pas bien compris dans le réseau de 4D, expliquer un peu plus ce que vous pouvez faire pour détecter d'où viennent les problèmes et montrer un petit peu, décrire un peu les outils qu'on va fournir en V15. En fait, ils sont déjà disponibles en R4, en bêta ou daily build, pour vous aider en fait, pour vous aider, nous aider, d'accord. 99% du temps en fait, c'est quand même assez difficile pour vous déjà de voir ce qui se passe, comprendre ce qui se passe, d'où vient le problème, qu'est-ce que vous pouvez faire, et fixer le problème vous-même. Effectivement, si les problèmes de réseau sont vraiment liés à la configuration du matériel, là, je suis d'accord, vous pouvez faire vous-même et fixer le problème, si ça arrive. Par contre, si c'est lié quelque part dans les bugs de notre code, de notre fonctionnalité, ou peut-être certaines incompatibilités de nos comportements par défaut avec vos configurations de réseau, effectivement, tout ce que vous pouvez faire au mieux, c'est de trouver une pattern avec laquelle vous pouvez reproduire le problème, d'accord, bien décrire toutes vos conditions de A à Z, tous les petits détails de ce qui se passe chez vous, pour que nous on puisse refaire la même chose chez nous. Et nous on a les sources bien sûr, donc on peut tracer, on peut voir vraiment ce qui se passe au niveau de fonctionnalité, pourquoi ça ne marche pas pour vous. Donc j'aimerais bien commencer par quelque chose qui existe depuis longtemps, quelque chose que j'espère que vous n'avez jamais besoin de modifier. Et franchement, le but, c'était pour vous de ne jamais même savoir qu'est-ce que c'est, pourquoi ça existe et pourquoi c'est documenté. Du tout. En fait, moi, quand on a implémenté certaines choses, je ne même voulais pas documenter les valeurs, les nouveaux sélecteurs de paramétrage de la base qui sont disponibles, parce que moi j'incitais toujours que vous n'avez pas besoin de savoir qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est là. Mais on l'a fait, et effectivement, il y a des cas, il y a des configurations où ça serait quand même pas mal que vous compreniez ce qui se passe au niveau de gestion de timeout et des raisons. En fait, je parle des timeouts, de certains timeouts qui sont exposés dans les paramètres des bases 4D. Certains, ils sont là depuis un petit moment, certains, ils sont là depuis très très longtemps. Et donc, je vais parler le timeout d'inactivité qui est là depuis V11 ou 12. Donc, juste un peu d'histoire. Avant V11, toute la communication entre des clients et des serveurs était faite
par une seule connexion, il y avait un seul socket en fait, ouvert entre l'application client et le serveur. Donc, tous les process utilisateurs qui communiquent entre eux, client et serveur, en fait, tous les messages étaient en tunnel, packagés ensemble et transférés avec le même socket. C'était relativement facile et il y avait des contraintes à l'époque pour vraiment gérer tout avec un seul socket. C'était plus le cas à la sortie de 2011. Et donc nous, ce qu'on a fait, on a changé un peu la logique. Et maintenant, et depuis le 11 en fait, chaque process utilisateur, chaque connexion SQL et chaque connexion logique de DLKD, en fait, il y a une vraie connexion physique derrière, il y a un socket à part. Pourquoi c'était fait en fait? En gros, parce que maintenant, s'il y a un problème, s'il y a un problème de communication, surtout sur réseau, pour un socket, c'est beaucoup plus fluide en fait. On peut clairement dire il y a un problème sur ce process pour cette connexion. Parce que juste avant, parce en 2004, avec KD 2004, on pourrait dire bon, il y a un problème de communication, et c'est tout en fait. On ne pourrait pas aller plus loin pour dire en fait il y a un problème de communication avec ce process pendant l'exécution de cette méthode-là, en faisant ça, ça et ça et ça. Dès qu'on a splitté la communication et on a commencé à utiliser les plusieurs sockets dont il y a des clients, pour nous en interne, quand on déclarait des bugs, on expliquait comment il faut reproduire, on voit, nous on peut dire ce qui se passe dans votre code 4D, parce qu'on sait bien sur quelle connexion il y a un petit problème. Bien sûr, tous les process utilisateurs sont différents, donc le type de communication est différent, et ça se peut que certains process sont très actifs, il y a beaucoup d'échanges de données, certains process, du temps en temps, il y a des messages qui passent par-ci par-là, et de temps en temps, il y a des process qui ne communiquent pas trop en fait. Ils font d'autres requêtes, et après il y a des processing côté client, il y a des calculs peut-être, il y a des affichages des formulaires, il y a des choses à faire mais qu'en local, il n'y a pas de communication. Et donc les sockets comme ça, ils ne sont pas actifs du tout. Et on a vu que premièrement, c'est une perte de ressources. C'est une perte de ressources côté serveur parce qu'il y a une connexion qui est gardée côté serveur, il y a un thread, il y a un fil d'exécution qui est gardé côté serveur, il y a des ressources de contexte d'exécution de la base, de langage qui est gardé côté serveur. Et vu que le socket en fait fait rien, la connexion ne fait rien, les ressources sont perdues quelque part au niveau de mémoire et de cycle CPU, sont perdues côté serveur. Donc c'est à l'époque de Windows 12 que, en fait, tout de suite presque après la sortie de la nouvelle couche réseau qui était faite pour DB4D et pour SQL, on a dit que c'est pas la peine en fait, d'abuser les ressources comme ça, c'est quand même dommage. Et on a décidé de introduire un timeout, un petit délai d'inactivité, à partir duquel, si on détecte s'il y a une connexion qui fait rien du tout, en fait on la coupe. Mais c'est complètement transparent pour l'application qui a des clients. Donc on ferme la connexion physique, mais on garde tous les états logiques et toutes les sessions logiques, les deux côtés, côté client et côté serveur. Bien sûr, dès qu'on a coupé la connexion, on peut libérer toutes les ressources côté serveur. Et une fois, donc par défaut, ce timeout est limité à 20 secondes. Et c'est pour ça que j'incite toujours que en fait, vous n'avez jamais besoin, c'est un timeout 54. Et vous avez, en plus, il y a des petits problèmes de formatage, c'est pas grave. Le timeout est limité à 20 secondes, c'est-à-dire qu'on lance un nouveau process utilisateur, il y a quelques requêtes réseau, il y a quelques commandes KD qui derrière déclenchent les requêtes réseau. Si ce process continue à faire des choses, mais qui est en local, après 20 secondes, on détecte en interne qu'il n'y a aucune activité réseau sur le process et on coupe la connexion. Mais ça fait rien pour le processus lui-même côté client. D'accord, vous pouvez faire des calculs, des appels de méthode, tout se passe comme si la connexion est vraiment là, sauf qu'elle n'est pas là. Et une fois après, même après 1 heure par exemple, vous avez lancé des calculations très compliquées, ça prend beaucoup de temps, il y a des analyses par exemple statistiques à faire, ou vous le faites en local. À la fin de l'exécution, peut-être vous voulez sauvegarder les résultats côté serveur, donc il y a une commande à exécuter pour envoyer les données côté serveur. À ce moment-là, on détecte que on voit qu'il y a une commande à exécuter qui va déclencher une requête réseau. Donc, pareil, en façon complètement transparente, on va reconnecter, rétablir toutes les ressources nécessaires côté serveur, on va restaurer toutes les sessions logiques, tous les objets, etc. Et on va après exécuter la requête du client. Donc en fait, le client, il n'était même pas, au niveau d'application, il n'était même pas au courant que la connexion était coupée et après reconnectée.
Alors pourquoi je parle de ce sélecteur? Parce que pour l'instant c'est transparent et comme je l'ai dit, vous n'avez même pas besoin de savoir ce que c'est. Dans certains cas, pour certaines raisons, certains parmi vous modifient la valeur de ce paramètre pour le mettre à 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes pour être sûr que la connexion est toujours là. D'accord? Pour peut-être éviter les petits délais où il y a plusieurs raisons. Alors, dans ce cas-là, les problèmes potentiels ici, c'est qu'il faut faire attention dès que vous avez modifié la valeur de paramètre 54, il faut être sûr que le nouveau timeout qui est mis, il est plus petit que le timeout des routeurs, des pare-feux et des fois des domain contrôleurs sur votre réseau. Donc ça c'est hyper important et ça c'est un source en fait à la sortie de V11, dès qu'on a déclaré et documenté ce paramètre, je ne voulais pas documenter ce paramètre. Dès qu'on a, vraiment je ne blague pas, mais une semaine après la documentation, on a commencé à recevoir des bugs, tout de suite il y a des déconnexions partout. Les clients se déconnectent, mais sans aucune raison, on ne fait rien, on ne touche pas le clavier, mais 15 minutes plus tard, le client affiche le dialogue, il y a une erreur de communication, relancer le client, il y a un gros problème. Donc on a été bombardé par les messages comme ça. Mais c'était très simple en fait à fixer. Le problème venait pas de côté 4D, c'était vraiment lié aux configurations de réseau. Parce que la plupart des routeurs et la plupart des pare-feux, ils ont aussi leur propre configuration. Et eux, en fait, plus en plus, chaque année, les logiciels qui gèrent les routeurs et les pare-feux, ils sont de plus en plus intelligents. Et donc eux, sans rien dire, en fait, ils surveillent le réseau, l'état de réseau. Et donc les routeurs sur chaque sous-réseau, en fait, ils gardent une liste de toutes les connexions ouvertes. D'accord? Donc moi j'ai une application sur ordinateur A et le serveur sur ordinateur B. Et quand je ouvre la connexion entre les deux, en fait le routeur, qui est le cas à l'application client, en fait il est au courant qu'il y a une connexion qui est ouverte entre les ordinateurs A et B. Et donc le routeur, par exemple, il surveille qu'est-ce qui se passe avec les connexions. Et donc si le routeur détecte qu'il y a une connexion qui est là depuis 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, mais il n'y a aucune donnée échangée sur la chaîne, sur le socket, en fait le routeur, il assume, il pense que déjà c'est une perte de ressources, et deuxièmement il pense que peut-être c'est un problème de sécurité. C'est pas normal qu'il y ait un socket qui est ouvert et qui est gardé assez longtemps sans aucune communication. Et donc ce méchant routeur, ce qu'il va faire, il va simuler une erreur pour les deux côtés, pour les machines A et les machines B. En fait, le routeur, il y a une connexion, où il n'y a rien qui se passe pendant 15 minutes. Donc, il crée un paquet TCP comme si ça vient du client. Il dit au serveur, la connexion est fermée. Il crée un deuxième paquet comme si ça vient du serveur, et on envoie ce paquet au client pour dire, le serveur en fait fermé la connexion. Donc il simule comme si tous les deux, tout d'un coup, décidaient, bon, on ferme la connexion. Donc le routeur il est content parce qu'il a bien respecté les règles de sécurité, il a fait un abort sur une connexion. Sauf que, point de vue client et point de vue serveur, tout ce qui se passait, en fait, tous les deux en même temps, ils ont dit, en fait, je te vois plus. Et quand ça se passe au niveau de communication, au niveau de protocole applicatif, en fait, pour les clients, c'est une erreur critique. Parce qu'il n'arrive plus à communiquer avec le serveur, il ne sait pas ce qui se passe, il ne sait pas comment rétablir sa session. Et donc il affiche ce dialogue, erreur critique, je suis mort, je ne peux rien faire, s'il vous plaît, cliquez sur OK et relancez le BNF. Donc voilà, si des fois vous voyez que tout d'un coup, sans aucune raison, sans aucun changement dans votre code KD, il y a des déconnexions un peu au hasard, bizarres, sans rien faire, c'est la première chose à regarder. Est-ce que, quelque part dans votre code ou dans le code de quelqu'un d'autre, vous avez modifié le paramétrage de sélecteur 54? C'est celui-là qui contrôle le délai d'inactivité. En plus, si ça commence à arriver, les petits dialogues de déconnexion, demandez aux informatiques internes est-ce qu'il y avait des modifications assez récentes par rapport aux configurations de routeur, de pare-feu et de domain contrôleur. Ça peut venir aussi de contrôleurs, malheureusement. Oui, un petit détail. En fait, une fois la connexion qui était inactive et la connexion est fermée,
Nous, en interne, on change le statut interne de la connexion, on dit que c'est suspendu, c'est postponed. Et donc, là, par exemple, ça c'est le screenshot de la toute dernière version de V15. V15 R3, je crois, c'est à partir de R3 que c'est disponible. Si vous regardez les deux lignes qui sont sélectionnées, là j'ai deux process, en fait j'ai le serveur et j'ai un seul client qui est connecté. Il y a un process application et un process P1. Voilà. Vous voyez, il y a une petite zone qui clignote là en rouge. À partir de maintenant, on expose, on montre le statut de chaque process avec un peu plus de détails. Donc avant c'était exécution, et running, il est en attente d'un événement. Il y a plusieurs statuts possibles. Et en plus là maintenant on expose il y a un nouveau mot-clé, postponed, et je crois en français ce sera suspendu. C'est pas grave, en fait c'est pas une erreur. Il ne faut pas avoir peur quand vous voyez ça pour la première fois, c'est tout à fait normal que le statut c'est comme ça. C'est juste pour vous dire que le process est toujours là, il fait quelque chose, il n'est pas endormi, il n'est pas bloqué, il n'est pas en attente, il fait quelque chose mais uniquement en local. Donc il est actif mais en local. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune communication côté réseau, donc il est postponed, suspendu. Et ça peut être... on a décidé que ce sera pas mal pour vous de voir, parce que vous pouvez estimer en fait chaque process. Déjà, c'est beaucoup plus facile à estimer la charge de l'activité du serveur, pour voir combien de process sont vraiment actifs au niveau de communication avec le serveur et combien de process qui sont locaux et qui font rien. Ils font rien au niveau du réseau. Et juste pour vous savoir que ça existe maintenant, c'est exposé. Après, bien sûr, juste quelques petits mots, 3 mots sur les sélecteurs 13-14 qui sont toujours là. Juste pour dire que chaque année, à chaque summit, j'explique qu'il y a plus en plus la nouvelle couche réseau qui est un peu partout, qui ça remplace l'ancienne couche réseau. Des BKD scripts sont déjà partout avec la nouvelle couche réseau. Et maintenant, V15, il y a une option de passer V15, même au niveau du protocole applicatif, on peut les passer en nouvelle couche réseau. Le sélecteur 13-14, en fait, c'est celui-là qui contrôle le petit slider dans les configurations, dans les propriétés du serveur, qui disent à partir de quel timeout le serveur va considérer que le client ne communique plus et qu'il est mort. En fait, c'est ça, c'est le paramètre 13-14. Et c'est juste, je affiche la valeur sur le slide, juste pour dire que ça ne change rien avec la nouvelle couche réseau. Avec la nouvelle couche réseau, les sélecteurs 13 et 14, ils sont tout à fait les mêmes. Il n'y a pas de nouveauté par rapport à la nouvelle couche réseau, c'est toujours la même logique. Donc, si vous décidez d'activer la nouvelle couche réseau, la logique reste tout à fait la même. D'accord ? Ça ne change rien pour la nouvelle couche réseau par rapport aux paramètres 13 et 14. Donc, vous pouvez toujours glisser à gauche et à droite le petit slider de 1 minute jusqu'à 1 heure ou infini. La logique est tout à fait la même. Ça, c'est pas intéressant. Alors, donc, parlons de la nouvelle couche réseau. C'est la nouvelle couche réseau, et à partir de V15, la nouvelle couche réseau elle est là depuis V12, donc c'est pas super nouveau, quand même. Mais ce qui est nouveau dans V15, c'est que maintenant, à partir de V15 R3, même les couches applicatives communiquent avec la nouvelle couche réseau. Donc en fait, tout ce qui est dans KD, qui a des clients, communique avec la nouvelle couche réseau. Et par défaut, si vous créez une base dans V15, la base, le serveur va utiliser la nouvelle couche réseau par défaut. Si vous venez de V14 avant, si la base était mise à jour pour fonctionner dans V15, vous gardez l'ancien mode réseau qui était là dans V14. Donc, par défaut, ce sera dans l'ancien couche réseau. Donc, si vous voulez activer la nouvelle couche réseau dans la base qui était migrée, il faut aller dans... je peux zoomer. Donc il faut aller dans les settings de la base. Et tout à droite, il y a un petit onglet compatibilité. Il y a une checkbox pour activer ou désactiver quelle couche réseau vous voulez utiliser. Ce checkbox, par contre, n'est pas disponible de V15 dans l'interface, d'accord ? Parce que si la nouvelle base est créée avec V15, le checkbox tout simplement n'est pas exposé. Dans ce cas-là, il y a un autre sélecteur en 87
qui contrôle en fait est-ce que on utilise la nouvelle ou l'ancienne couche réseau. Mais il faut savoir que le sélecteur, en fait, il est pas pris en compte tout de suite. Il faut relancer l'application. D'accord, il faut faire rouvrir la base pour que le monde réseau ait changé proprement. Donc vu que pendant la vie de V15 et j'imagine V16 un peu aussi, les nouvelles et l'ancienne couche réseau vont exister côte à côte ensemble. J'aimerais bien de vous conseiller alors, deux choses. Déjà, vu qu'il y a deux outils pour faire la même chose, si vous avez des petits problèmes avec la nouvelle couche réseau, vous pouvez désactiver la nouvelle couche réseau et essayer avec l'ancien. Si vous avez des problèmes avec l'ancien couche réseau, pour n'importe quelle raison, vous pouvez maintenant activer la nouvelle couche réseau et voir est-ce que ça marche ou pas. D'accord ? Et c'est très important, donc dès que, si vous avez des problèmes, quand vous allez faire des bug reports ou de cases de support, c'est très important de nous indiquer est-ce que, si vous voyez un problème, est-ce que vous pouvez reproduire le même problème avec l'autre couche réseau, avec l'ancien nouveau. Pour nous, ça aide beaucoup en long terme. Pour vous, c'est juste cliquer sur le checkbox et réessayer. Normalement, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Pour nous, ça aide beaucoup d'analyser les problèmes et quand on voit votre configuration, quand on voit qu'est-ce que vous faites avec vos méthodes et clients et serveurs, ça nous aide beaucoup de voir, ça, en fait, les problèmes existent pour les deux, l'ancien et la nouvelle couche réseau. Donc, d'accord, je sais où il faut regarder. Ou, au contraire, je vois toutes les étapes, comment il faut reproduire le bug, et je vois que, ça, c'est uniquement pour l'ancien couche réseau. Je sais tout de suite, et je peux, en fait, filtrer les cas potentiels, et ce sera beaucoup plus facile pour le support technique, pour les personnes de QA, pour engineering à long terme, pour voir, en fait, potentiellement d'où vient le problème. On peut plus facilement filtrer les cas potentiels lesquels il faut regarder. Donc, voilà, juste pour un résumé, est-ce que maintenant, si vous activez la nouvelle couche réseau, dans il y a des serveurs, en fait, non seulement les services DBKD et SQL qui communiquent maintenant par la nouvelle couche réseau, mais aussi la couche applicative va communiquer toujours par la nouvelle couche réseau. Et il y a deux cas. Bon, il n'y a qu'un seul cas public pour l'instant. Dans le cas du serveur Mac 64 bits, il y a uniquement la nouvelle couche réseau qui est disponible. L'ancien couche réseau, il n'est même pas, en fait, c'est pas qu'il n'est pas activé, il n'est même pas présent dans le binaire, il n'est pas compilé avec le binaire des serveurs sur Mac. En 64 bits, pas le choix, même si la base est configurée être tournée avec l'ancienne couche réseau, si vous lancez le Mac serveur 64 bits, on va ignorer le setting et on va utiliser uniquement la nouvelle couche réseau. Donc ça c'est fait pour des raisons diverses et variées. Mais juste pour savoir que sur Mac en 64 bits, vous n'avez pas de choix. C'est automatiquement avec la nouvelle couche réseau. Oui, un petit détail. Pareil, c'est quelque chose que j'espère que ça va améliorer l'expérience pour l'utilisateur partout, parce que ça va améliorer l'expérience pour nous en long terme. Je suis super content. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on est capable de détecter les connexions qui ne sont pas actives et on est capable de les couper. D'accord ? Donc, avant, c'était possible pour les connexions SQL et DBKD. Maintenant, on peut le faire aussi pour les connexions au niveau d'application. Donc, en gros, en fait, on est capable de couper, si le client ne fait rien, on est capable de couper en fait, toutes les connexions. Et c'est ça ce qui se passe. Si vous ne touchez pas le clavier, la machine elle est calme, elle ne fait rien. Après à peu près 20-40 secondes, en fait, on va couper pratiquement tout, sauf une seule connexion. C'est une connexion de service, le fameux contrôleur task. Ça, c'est une chaîne de communication, plutôt pas de client avec le serveur, c'est plutôt le serveur qui, avec cette chaîne de communication, communique avec le client. Par exemple, pour mettre à jour les ressources en local, pour faire des petits événements, pour passer des messages, pour quoi d'autre, exécuter le execute on client, par exemple, les commandes comme ça. Donc, on garde cette connexion, même si le client ne fait rien pendant 24 heures.
D'accord, la connexion est toujours là pour communiquer avec le serveur. Et on a vu en fait qu'on est bien capable de fermer pratiquement toutes les connexions. Donc la prochaine étape logique, c'était de dire quand est-ce qu'on pourra en fait fermer toutes les connexions. Pourquoi c'est important? C'est important parce que depuis des années et des années, pareil, moi je suis bombardé pratiquement chaque semaine par les petits messages en interne en disant que oh, Sergei, écoute, je suis parti déjeuner, l'ordinateur est parti en veille, moi je suis revenu après, je réveille mon ordinateur et toutes les applis TD qui étaient lancées chez moi sont tous déconnectés. Il y a des erreurs partout et ils sont morts. Il faut tout relancer. Donc ça c'est pas très sympa et on ne peut pas faire grand chose en fait. Mais en V15, et ça sera disponible avec R4, je crois. Donc on peut déjà essayer avec les builds qui sont faites chaque nuit. Le client 4D, il est maintenant capable d'écouter sur l'événement système de partir en V et réveiller. Et le client 4D, il fait tout le nettoyage nécessaire pour faire le maximum pour vraiment, dès qu'il y a un petit message d'OS pour dire je vais partir en V, le client notifie tout de suite le serveur que je vais disparaître, mais je ne suis pas mort, c'est juste que je ne vais pas être accessible pendant un petit moment. Donc le client coupe toutes les connexions, le serveur, pareil, coupe toutes les connexions, mais le serveur garde tous les états logiques. Donc, dans l'exemple, quand la personne revient après avoir déjeuné, il réveille l'ordinateur, on peut capturer l'événement que l'OS est prêt à recommencer à travailler, et derrière, pareil, en façon complètement transparente, on va rétablir toutes les connexions nécessaires et on va commencer à communiquer avec le serveur pour lui dire que, en fait, je suis toujours là, je n'étais pas mort, c'est juste que j'étais déconnecté complètement. Maintenant, je suis là, on peut continuer à communiquer. Ce qui est super sympa pour vous, que vous n'avez rien à faire. Ça va avec la nouvelle version, il n'y a aucune configuration, c'est juste que ça marche. Et franchement, je suis super content que ça marche tellement bien, parce qu'au début, on a eu un peu peur, parce que gestion de veille système, c'est les messages qui sont complètement asynchrones, il n'y a aucune garantie par un OS. Comment ça va se passer? Parce que dans la documentation de Macintosh, de Windows, c'est bien marqué, normalement, en théorie, si tout se passe bien, si le soleil est bien positionné où il faut, vous allez avoir 2-3 secondes. D'accord? Donc pour nous, normalement pour un client classique, même s'il y a beaucoup de process, 12 secondes c'est assez de temps pour dire un petit coucou au serveur, tiens je vais partir, on va faire toutes mes connexions. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, dans les tests, ça arrive que en fait, le système dise ouais, bon, je vais partir en V. Et bien, 100 millisecondes plus tard, même pas ça, même 50, 80 millisecondes plus tard, c'est bon, c'est fini, on est mort. Donc, je ne sais pas trop pourquoi ça arrive de temps en temps. Mais franchement, ça arrive hyper rarement. C'est pas très souvent que le système, que l'OS est assez méchant et coupe tout assez rapidement. D'habitude, on a 2-3 secondes. Et donc, juste par l'expérience, nous, en interne chez 4D, pratiquement chaque personne, ceux qui sont au bureau en France, partout, ils gardent le client de BugBuzz. C'est la fameuse database interne qui contient toutes les bugs, qui vous a fait un cadeau pour nous. On a toutes les bugs dans la base. Et donc, on est quoi en total? Il y a peut-être, n'importe quel moment de la journée, il y a 150 ou 60 clients connectés, d'accord, en permanence. Et donc en fait, c'est pour ça que chaque semaine, dès que j'ai réécrit la couche réseau et on a activé les couches réseau pour SQL de 4D, tout le monde, je ne sais pas pourquoi, mais en interne, tout le monde a cru que maintenant c'est de la magie, ça va marcher, mais tout va marcher, même si on débranche le câble Ethernet, tout va marcher parce que c'est les couches réseau. Et donc tout le monde a commencé à dire que maintenant, tu as réécrit la couche réseau, mais ça marche toujours pas parce que je ferme l'ordinateur, un portable, ou je pars déjeuner et ça part en veille, je reviens et ça marche toujours. Donc ça sert à rien ce que tu as fait avec la couche réseau. Maintenant, ça fait à peu près, même plus qu'un an, ça fait presque 14 mois qu'en interne, le mécanisme de tout ce qui est nouveauté de la couche réseau et le mécanisme qui gère la veille système, il est actif en interne pour les builds internes. Franchement, depuis 13-14 mois, j'ai reçu un message, mais peut-être 2-3 fois, pas plus.
de fait, où quelqu'un dit bon, je ferme ça, je pars, après je ouvre, et il n'y a rien qui marche. Et donc, juste un petit cadeau comme ça pour vous. Normalement, j'espère que ce sera la même expérience pour vos utilisateurs. Donc, à partir de maintenant, même si les machines partent en veille, même en fait, on a fait un petit effort pour que, même si vous avez des process actifs qui font des requêtes en permanence avec le serveur, on est bien capable de dire, de trouver un petit point et injecter un petit message entre les deux requêtes. On dit, bon, il y a plein de requêtes, sauf que ça, ici, là, on met une petite pause, et les autres requêtes, on va exécuter après, et l'assistant part en veille. Donc, non seulement quand le client est complètement passif, même quand vous êtes en train de travailler, de faire quelque chose, et le client fait des calculs, fait des requêtes en boucle, même, vous pouvez fermer l'ordinateur, c'est pas grave, 3 heures plus tard, j'ouvre l'ordinateur, ça se réveille, et tout va repartir comme s'il était actif tout le temps. Ah oui, est-ce que je peux... Ouais. Donc là, dans la fenêtre du serveur, on expose maintenant le status de chaque client pour dire est-ce qu'il est actif ou pas. Donc vous pouvez savoir en fait parmi tous vos clients connectés qui fait quoi, est-ce qu'il y a des clients qui sont en veille. Donc ça c'est assez utile si vous voulez redémarrer le serveur par exemple. Donc là c'est juste un petit zoom pour montrer que c'est à droite. Et donc à cause de ça, il y a un tout petit changement dans les dialogues quand on quitte qu'il y a des serveurs. Il y a une nouvelle option, et c'est une troisième option. La première, c'est tout pareil, on dit qu'est-ce que c'est le timeout pour déconnecter. Deuxième option, donc on attend tous les clients de connecter, ceux qui sont actifs et ceux qui sont en veille. D'accord. Il y a une nouvelle troisième option qui laisse le choix de... Alors, on attend tous les clients qui sont actifs, qui ne sont pas en veille. Par contre, ceux qui sont en veille, ben, on les ignore et on quitte le serveur quand même. Donc c'est juste pour savoir qu'il y a une nouvelle option Et pareil, par exemple, si le client est endormi, vous pouvez bien dropper l'utilisateur. D'accord. Le bouton de... voilà, tout en bas, il y a... Bon, bien sûr, si le client est en veille, vous ne pouvez pas envoyer un message. Le bouton va être désactivé, parce que le client n'est pas du tout accessible, du tout. Par contre, vous avez toujours une option, si quelqu'un est assez méchant, il est connecté et il consomme de l'essence, par contre, juste après partir en vacances, il a fermé l'ordinateur, il est parti avec son ordinateur, il est parti en vacances en 3 semaines, le serveur va garder la session de client qui est en veille. Donc là, vous pouvez supprimer la personne qui est partie pour 3 semaines sans rien dire. Alors, donc tout ça, c'est juste les petits détails pour avoir un peu plus de savoir-faire, pour voir comment ça marche en interne. Le truc le plus important pour moi, qui est déjà disponible en V15R3, mais les messages n'étaient pas tout était lié. Par contre, à partir de V15R4, vous allez voir qu'il y a plein d'améliorations au niveau du log applicatif. Donc je parle toujours de... c'est pas le nouveau log, d'accord, c'est toujours le même log qui est contrôlé par un paramètre 79. C'est le log qui contient les événements, les messages d'application. Et là-dedans, maintenant, on log plein d'activités au niveau du réseau. Déjà, pour que vous pouvez mieux comprendre ce qui se passe avec chaque client, parce qu'on log plein de choses là-dedans. Il y a à chaque connexion, chaque déconnexion, quand on met le process en pause, quand on va partir en veille, quand on se réveille, on log les adresses IP du client, du serveur, on log le numéro de socket, quelle adresse IP associée avec quel process. En fait, il y a plein de choses qui sont loguées dedans. Moi, je conseille toujours, même s'il y a plein de choses dedans, j'aime bien quand vous décrivez bien le problème, vous faites une copie du log et vous nous donnez le log. 99%, vous n'avez même pas besoin de voir ce qui se passe là-dedans. Le log, il est bien fait pour vous que pour nous. Donc, bien sûr, vous pouvez y aller et regarder ce qui se passe. En fait, je conseille vraiment, parce que je vais montrer, si j'ai le temps, je vais montrer un petit exemple qui est rigolo. C'est quand même assez utile, et je trouve que, avec toutes les infos qui ont log là-dedans,
personnellement, avec toutes les bugs que j'ai travaillé en 2016-2015, j'ai vu qu'avec ce log, c'est hyper facile pour moi maintenant de voir les patterns qui sont associés avec les crashs, les patterns qui sont associés avec les problèmes du réseau, avec des connexions, avec des messages un peu bizarres, avec des erreurs. C'est juste ça, parce que je vais insister encore une fois, c'est hyper important pour engineering, quand on a un bug report, quand on est en discussion avec vous par rapport à un problème sur le réseau, juste quand vous décrivez les problèmes et vous rajoutez « Ah oui, en fait, le problème arrive très souvent quand il y a des connexions qui viennent de cette adresse IP. » D'accord, en particulier. Ça nous aide, pour vous, c'est un petit détail qui peut-être ça sert à rien, mais pour nous, c'est hyper important de savoir qu'il y a des petites particularités par rapport au bug, aux conditions pour reproduire le bug. Et donc avec ce nouveau log, pour nous, franchement, de mon expérience et les autres, ceux qui j'ai montré déjà le log, c'est vraiment hyper facile de montrer. Par exemple, j'ai des dizaines d'exemples pendant le débugage de V15. On a vu que Backbuzz, pareil, on a vu que des fois il y a des crashs. Et donc, l'équipe de QA a commencé à étudier le problème. Et pendant des jours, ils ont regardé et ils ne pouvaient pas comprendre mais pourquoi ça plante, pourquoi ça crache. Et pour eux, il n'y avait aucun symptôme visible, d'accord, au point de vue interface, au point de vue activité de client Backbuzz. D'accord, c'était juste dans la journée, ou le soir, ou le matin, il y a 10 clients connectés, il y a 100 clients connectés, ça plante avec le même résultat. Et donc là, je suis arrivé avec mon log, je vais montrer quoi écoutez, ce qu'on va faire, on va lancer le log et on va regarder ce qui se passe. Et ça a pris quoi? Ça a pris même pas une demi-journée. Avant, ils ont passé des jours et des jours sans rien trouver. Avec le log, j'ai vu tout de suite, il y avait un crash, un deuxième crash. Donc dans la journée, on a eu de la chance quand même parce qu'il y avait plusieurs crashs dans la journée. Et j'ai vu que, je regarde, il y a des pages et des pages, il y a des tonnes et des tonnes des infos. Et donc chaque fois que 1 minute juste avant le crash, 1 minute 30 avant le crash, il y a plein de connexions externes qui viennent du Maroc, de notre bureau au Maroc, qui fait des requêtes SOAP pour synchroniser certaines choses avec Backbuzz. Et donc j'ai regardé la première crash, juste 15 secondes, 30 secondes, 1 minute avant, il y a cette procédure stockée qui fait des plein requêtes SOAP. Il y a un crash, on relance le serveur, je vois que en fait, il y a des activités, tout se passe bien. Après, juste avant le crash, pareil, il y a des choses qui sont liées au SOAP. Et donc, le problème n'était pas avec le crash, n'était pas lié vraiment avec le serveur SOAP. Le problème était ailleurs, c'était vraiment lié au code interne. Mais quand même, ça nous aidait énormément de comprendre ce qui se passe, parce qu'on a commencé, on a vu que bon, ça arrive, ça allait d'être lié aux requêtes SOAP. Donc ce qu'on a fait, en fait, on a créé une copie de Backbuzz pour ne pas déranger ceux qui travaillent au quotidien avec Backbuzz. Et on a commencé à bombarder le serveur avec des requêtes SOAP n'importe comment, avec plusieurs ordinateurs, plusieurs process, des dizaines et centaines de requêtes par seconde. Et en fait, on a réussi de reproduire le problème. Et le problème était vraiment dans Toolbox, très bas, c'était un problème de synchronisation de nos textes, donc ça n'a rien à voir avec SOAP. C'est juste qu'on a vu que c'était plus facile à reproduire avec les requêtes SOAP. Donc c'est pour ça que je vous conseille, si vous voyez des problèmes au niveau du réseau, regardez, est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a vraiment... Le réseau c'est tellement compliqué, il y a tellement de petites variables que tout ce que vous pouvez faire pour nous aider, c'est de voir est-ce qu'il y a des petits patterns un peu partout. Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent ensemble? Est-ce que c'est toujours la même séquence des actions qui produit une erreur ou un crash? Est-ce que c'est toujours peut-être le même sous-réseau? Est-ce que c'est peut-être toujours, dès qu'il y a d'activité d'une adresse IP particulière, ça pose des problèmes? Donc, déjà, rien que si vous pouvez détecter les patterns comme ça avec le nouveau log, vous pouvez même contourner le problème temporairement pendant que nous, on travaille sur le vrai fixe. D'accord? Si vous voyez bien que tout va bien, sauf si sur cette adresse IP, il y a quelqu'un qui commence à travailler, mais vraiment il est super actif, là, ça pose des problèmes. Bon, contournement, bien évidemment, on peut peut-être essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec cette adresse IP, même si c'est un problème grave, on peut même couper l'adresse IP et essayer d'utiliser une autre machine pour ce utilisateur. On ne sait jamais. Et donc ça vous laisse du temps de contourner le problème, ça laisse du temps pour nous, pour trouver un propre fixe. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, il nous reste combien de temps la personne qui gère là? 16 heures, un quart d'heure.
Quart d'heure, parfait. On va avoir le temps, même peut-être pour les petites questions. Alors, mais je n'ai pas le temps de montrer le deux, mais c'est pas grave. Donc, il y a, en fait, moi, je vais simplifier tellement pour vous de retenir vraiment les deux choses qu'il faut garder, c'est que à chaque fois qu'il y a un petit problème lié au réseau, activez les logs, d'accord? Même vous même pas besoin de regarder dedans, vous pouvez, mais n'oubliez pas, attacher les logs d'application à vos bug reports. C'est hyper important pour nous. Les logs coûtent pratiquement rien au niveau de CPU. S'il y a beaucoup de choses qui sont loguées, il y a un petit peu effectivement d'activité au niveau du disque, mais côté client, c'est pas grave du tout. Côté serveur, ça dépend, effectivement, et j'ai vu certaines applications qui sont hyper actives au niveau des logs, mais quand on est en train de chasser les bugs, c'est quand même, il vaut mieux ralentir un peu le serveur, mais avoir des infos supplémentaires pour nous aider de trouver les sources de problèmes. Donc, d'abord le log, et deuxième outil que je conseille chaque année, c'est Wireshark. Alors, c'est un outil pour capturer les paquets réseau. D'accord, vous pouvez voir vraiment les paquets TCP/IP qui passent sur le réseau, ça a l'air hyper compliqué, il y a plein de paramètres, l'interface, si vous lancez pour la première fois, vous avez l'impression que je ne comprends pas ce qu'il faut faire, c'est hyper compliqué. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de comprendre ce qui se passe. Parce que déjà, pareil, un peu comme avec les logs, il y a deux choses à faire. Capturer les paquets et envoyer les captures à nous. D'accord ? On pourrait bien analyser, on a tout ce qu'il faut, on a les outils, on a savoir-faire, on sait ce qui se passe, on sait comment il faut les analyser, on fait qu'est-ce qu'on peut voir, on sait déjà les patterns à s'élayer, à cader, on peut même, juste en voyant les logs, je peux dire ce qui se passe. Et qu'est-ce que c'est peut-être le bug et qu'est-ce que c'est le contournement. D'accord, juste ça, juste une petite capture, ça prend pas beaucoup de temps, c'est juste cliquer sur le bouton, je rajoute le filtre pour l'adresse IP et ça capte les paquets pour moi. Après, vous pouvez sauvegarder, envoyer les fichiers et c'est fait. Pour vous, ça prend pas beaucoup de temps. Mais pour nous, vraiment, une capture comme ça, on peut réduire le temps. Et vraiment, moi, j'ai eu des cas où on a réduit le temps. On a passé des semaines, vraiment des semaines et des semaines pour voir qu'est-ce qui se passe et comprendre, mais pourquoi la connexion est coupée. Avec une capture, je regarde la capture, ça c'est clair, il y a un RCP là qui coupe la connexion. Donc vous voyez ce qui se passe avec ce RCP. Donc ça me prend 5 minutes vraiment pour détecter qui a fermé la connexion. Et donc avec ça, avec Wireshark, on peut voir, en gros pour vous, les paquets les plus importants, là j'ai filtré sur les paquets agressifs, c'est les paquets ici là, faites là, RST, Reset, en gros, et en fait ici là, j'ai rajouté un filtre, donc en fait je capte pas tous les paquets parce qu'il y a une tonne peut-être quand même, je filtre sur les flags des paquets TCP et je demande que je vois uniquement les paquets avec le flag reset. D'accord? Ça, en fait, même si TCP/IP est assez compliqué, en fait, en gros, il y a juste ça qui peut poser le problème. D'accord? Donc, en fait, j'ai pris un screenshot, c'est assez spécial. Là, ce que j'avais fait, l'adresse 650, c'est mon client 4D. L'adresse qui se termine par 6.6, c'est mon serveur, d'accord? J'ai lancé tout ça en local, le client qui est connecté, et après, en fait, j'ai débranché les câbles Ethernet de ma machine client, d'accord? Et après, non, pardon, c'est le deuxième cas. Ça, c'est le cas où, en fait, j'ai forcé le crash côté client, d'accord? Donc, en gros, j'ai lancé le gestionnaire de tâches sur Windows, et j'ai forcé quitter l'application qui KDE. Donc là, les dernières lignes, vous voyez, en fait, on voit que le petit paquet méchant, le reset, en fait, c'est ça qui ferme la connexion. D'accord ? Il y a plein d'autres moyens de fermer la connexion, il y a une façon propre de fermer la connexion. Mais avec ça, en fait, au niveau TCP, on dit que la connexion est morte. D'accord ? Et on voit que ça part de ma machine, et ça va vers le serveur. Donc pourquoi? Parce que j'ai fait planter l'application. En fait, Windows et n'importe quel autre OS, quand il détecte que l'appli est plantée, Windows va nettoyer toutes les ressources associées avec l'application, y compris les sockets ouverts. Donc vu que le processus est mort,
Le 4D client, il ne peut pas faire son propre nettoyage, donc c'est OS qui va envoyer un petit paquet reset au serveur. D'accord? Donc si il y a des petits messages, et ça se passe pareil, et il y aura le même paquet reset si vous voyez le fameux dialogue erreur critique, s'il vous plaît, renoncez le 4D client. Donc en utilisant ces captures-là, on peut voir très facilement en fait qui a fermé la connexion. Et le deuxième exemple, donc ça c'est un peu plus compliqué. Donc là c'est tout pareil. Donc le 650 ici là, c'est ma machine en local, le client qui a des clients. Le 6.6 c'est le serveur. Par contre ici là il y a des adresses un peu bizarres. Ils ne sont pas dans le même sous-réseau, c'est configuré différemment. C'est pas le même, c'est pas un sous-réseau local. Donc qu'est-ce que c'est cette capture là? Là, ce que j'avais fait, j'ai lancé un client 4D et j'ai lancé un serveur 4D. J'ai connecté mon client au serveur et après, tout bêtement, j'ai un câble spécial. J'ai déconnecté les câbles au milieu. D'accord? Donc les machines ne sont plus connectées du tout. Et il y avait un petit délai, quand même, ça n'a pas arrivé tout de suite. Mais après, de deux côtés, j'ai le serveur. Oui, le serveur il a été lancé ici. Donc le serveur il a quand même reçu plein reset sur les protocoles différents, sur les protocoles HTTPS, sur les ports de 4D, pareil. Il a quand même reçu les paquets reset pour dire que la connexion est morte. Et bien évidemment, c'est pas l'adresse de mon client. En tout cas, mon client n'est pas capable de notifier le serveur parce que en fait, la connexion physiquement, il n'y a plus de connexion, il n'y a plus de câble connecté. Et en fait, ça c'est l'adresse IP c'était le routeur, c'est le routeur de mon sous-réseau local qui notifiait le serveur pour dire qu'en fait, tu avais une connexion, d'accord, mais l'autre côté a disparu, il n'arrive plus à connecter la machine de mon client, donc je pense qu'il est mort, et je vais t'envoyer un reset sur ta connexion pour te dire que, en fait, la connexion est morte. Tu peux nettoyer les ressources associées avec. Donc cette capture-là, ça implique 5 minutes à créer, à enregistrer. Mais juste en faisant ça, donc imaginons que c'était un mystère, c'est un bug, d'accord, je ne comprends pas ce qui se passe. Pareil, si je lance la capture, je capte les paquets, je peux tout de suite voir que en fait c'est pas le serveur qui ferme la connexion, c'est pas le client qui ferme la connexion, c'est un autre adresse IP qui arrive et qui force la fermeture de la connexion. Donc pareil, à ce point-là, vous pouvez parler avec l'informatique interne pour dire voilà, qu'est-ce que c'est cette adresse IP, pourquoi elle ferme la connexion. Et pareil, c'est super utile pour nous si vous attachez les captures comme ça à vos bug reports. Parce que nous, on a tout ce qu'il faut pour les analyser en long terme et on peut bien identifier et poser plein de questions à vous après. Parce que souvent, même si vous bien décrit le bug, les conditions, comment il faut reproduire le problème, on fait tout à fait tout pareil, mais tout pareil, et on n'arrive pas à reproduire. Parce que vraiment, les minuscules différences de configuration, rien que des fois, ça peut être la taille des câbles qui est liée entre le routeur et le serveur, ça peut changer tout. Le type, ou le marque de câble, ou les petits délais, le throughput de réseau, tout. On ne peut pas à 100% parfaitement reproduire la configuration que vous avez. Donc même si on essaie au maximum de le faire, il y aura des petites différences, et les petites différences, ça fait beaucoup de changements par rapport aux possibilités de reproduire. Et donc, n'oubliez pas d'attacher et essayer de télécharger l'outil. On a en fait, je pense qu'on a même un petit article comment utiliser dans Knowledge Base sur le site de TechDoc. Comment utiliser Wireshark. N'hésitez pas à contacter le Tech Support pour voir ce que ça fait. Et on a les docs internes, on a déjà partagé avec plusieurs développeurs les notes, c'est hyper facile à utiliser. Et même si ça a l'air hyper compliqué, comme j'insiste, essayez de comprendre ce qui se passe. Si vous ne comprenez pas, attachez quand même les captures au report et on va voir ce qui se passe. Et ben voilà, c'est tout, on peut poser des questions. Oui. Capture côté serveur. Capture en fait de deux côtés, le client et le serveur. Et pareil, c'est même plus léger que les logs de 4D. Côté client, ça coûte rien du tout.
ni CPU, ni cycle CPU, ni accès disque. Côté serveur, pareil, le Wireshark, il est très bien fait. Il consomme mais vraiment pratiquement rien au niveau de CPU. Au niveau d'écriture de disque, ça dépend bien sûr de communication, mais pareil, ils sont assez intelligents au niveau de flash. Il n'écrit pas chaque ligne sur disque, il y a un petit buffer, donc ça accumule données et ça fait des petits flashs de temps en temps. Donc pareil, au niveau d'activité sur disque, c'est rien. Et donc il faut lancer vraiment côté client et côté serveur et envoyer les deux captures. Et au niveau des sélecteurs, en fait, comment on identifie 13, 14, 17, 56, en fait, comme tel que vous l'aviez indiqué sur les slides? Mais ça, c'est les sélecteurs qui sont bien documentés sur le site de la doc. C'est tous les sélecteurs qui sont là sur la même page de 1 à 90 et quelques. C'est peut-être juste pour partager une petite expérience, une anecdote. Notre système d'eau est installé actuellement à la Caisse de dépôt de placement du Québec. C'est un environnement excessivement sécurisé. Le serveur 4D il est dans le centre de données à nous autres, à l'extérieur de la caisse. Et les autres à l'intérieur travaillent. Toutes les 5 minutes, ils étaient branchés et ça faisait débrancher. Un réseau extrêmement rapide, mais toutes les 5 minutes, ça faisait débrancher. Il n'y avait personne au niveau des techniques informatiques dans la caisse de dépôt qui pouvait trouver ce qui se passait. Jusqu'à temps qu'ils se rendent compte qu'à des fins de sécurité, à tous les 5 minutes, ils changent de fournisseur Internet. Ah, ils changent l'interface, ils changent le... Ils changent de fournisseur Internet carrément. D'accord. Pour éviter des Bah, en plus, externes. C'était très simple, mais il n'y a personne qui l'avait vu. Jusqu'à temps qu'un technicien installe le 4D client à la maison. Il dit, j'ai pas de déconnexion pendant 4 heures. d'accord. Mais en fait, pareil, avec les captures à Wireshark, ici, là, vous allez voir, en fait, il y aura le type de paquet, et après le fait qu'il est acknowledged, accepté. D'accord? Si, dans votre cas, chaque 5 minutes, il change l'interface de Ethernet pour des raisons de sécurité, en fait, tout de suite, après 5 minutes, ici, vous allez voir qu'il n'y a plus aucun paquet qui sont acceptés. Donc vous allez voir qu'en fait, l'adresse IP n'est plus du tout disponible. Ça pourra beaucoup plus rapidement indiquer qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe avec l'adresse IP. Voilà, mais bon, merci pour l'exemple. Il y a juste là, oui. J'ai cru comprendre que la nouvelle gestion de la veille, c'est exclusivement si on est sur la nouvelle couche réseau. Sur la nouvelle couche réseau, effectivement, oui. Moi, j'avais deux questions en fait. Déjà, j'ai l'impression que sur Mac, avec les mises à jour automatiques, alors c'est pas au niveau du client, nous c'est à nouveau d'un plugin, on ouvre des sockets et tout, mais on se rend compte, comme on communique à plusieurs machines, qu'il y a des coupures régulières. Et j'ai l'impression que c'est au moment des mises à jour système en fait, puisque macOS régulièrement il dit qu'il y a le Capitonk et tout ça. Vous avez remarqué ce genre de... Pas vraiment, mais il y a une coupure de communication totale, juste pour les cas des clients. C'est pas le cas des clients là, c'est d'autres sockets qu'on ouvre avec un plugin, mais on se rend compte qu'on peut plus du tout communiquer après, avec le serveur entre deux serveurs. Ça dépend des mises à jour système, parce que si les mises à jour système touchent la partie réseau OS, bah, il va remplacer, ça va réinitialiser tout ce qui est les interfaces réseau. Donc c'est un peu normal que les connexions soient fermées. Mais ouais, en tout cas... Il le fait pas un peu tout seul, j'ai l'impression de plus en plus les systèmes, ils ont tendance aussi à... Bah, sur Windows, oui. Sur Windows, ouais. C'est un problème, oui. Les mises à jour sur Windows, c'est complètement automatique des fois. Sur Mac, à mon avis, c'est configurable. Et même si on ne le fait pas, même rien que le fait qu'il aille interroger, on se dit que le système il fait des manips ou il coupe lui aussi. J'ai l'impression. Enfin, c'est un sentiment. Hein. Mais ça pareil, ça vous pouvez bien détecter avec les captures pour voir. Il n'y a pas une tonne de. Au niveau de protocole lui-même, il n'y a pas une tonne de façons de fermer une connexion en fait. Il n'y a que deux façons. Il faut fermer proprement et après abandonner en faisant le reset. Et si vous faites des captures, vous allez voir tout de suite qui ferme le socket. Mais dans mon expérience, franchement, sur Windows, j'ai eu quelques problèmes, j'ai désactivé les mises à jour automatiques, mais sur Mac, j'ai jamais eu de problème au niveau de mise à jour OS, à ce niveau-là. Et puis après, moi j'avais une autre question plus générale, c'est au niveau du support d'IPv6 aussi, comment ça avance petit à petit, il y a certaines choses qui marchent déjà, on a IPv6, et par contre, c'est plutôt de vous à dire qu'est-ce que vous avez besoin qui n'est pas encore présent dans la fonctionnalité.
Comme on l'utilise pas vraiment encore, parce que en fait personne l'utilise trop, mais je pense que... On a fait des tests internes sur les réseaux qui sont purement IPv6, il n'y a aucun IPv4 qui est branché, ça marchait. On a fait des petits tests dans les réseaux mixtes, IPv6 plus IPv4, ça marchait aussi. Donc, moi je dirais ça fonctionne. Je ne vais pas garantir que ça marchait avec toutes les cas possibles. Après, bon, la dernière question, et après on a... C'est à quelle heure le... Ouais, dans 5 minutes, ouais. La dernière question, après on va... La nouvelle couche réseau, vous vous rappelez, enfin, dans quelle version on pouvait cocher parce que moi, dans une des versions, je l'ai coché sur un serveur sur Mac, mais pas en 64 bits, mais en 32 bits. Et j'avoue que j'ai arrêté assez rapidement parce que c'était assez catastrophique. C'était, je pense que de 14 et quelques. Non? C'était pas disponible les dernières 14 et quelques? Je pense que 14h5, il y en avait déjà. Et est-ce que donc un serveur 32 bits et la nouvelle couche réseau, il y a... 32 bits et la nouvelle couche réseau? Non, mais sur Mac maintenant, on a le 4D serveur à 64 bits. Oui, qui est uniquement avec la nouvelle couche réseau. Voilà. Mais avec 32 bits, il y a toujours la possibilité voilà, de... Mais donc, a priori, il n'y a pas de... Oui, ça devrait marcher, oui. D'accord. Moi, je ne sais pas dans quelle version je l'ai testé, mais c'était absolument catastrophique. Les releases R de 14, c'était... alors, si je ne me trompe pas, c'était R3 ou 4, peut-être? Non. 4, 5, je ne me rappelle plus. Mais c'était toujours documenté autant que quelque chose à essayer. C'était toujours marqué, c'était le travail en cours, c'est pas final, et donc c'était juste pour voir ce qui sait comment ça marche. Aujourd'hui, donc... On est 15, normalement, c'est une fonctionnalité de base qui va avec, c'est officiel. Et par rapport à Knap sur Mac, est-ce qu'aujourd'hui c'est totalement éliminé, enfin je veux dire, vous l'enlevez, vous là, j'ai pas de... C'est ça, hein, il n'y a plus besoin d'aller désactiver. Dès que vous lancez 4D, on désactive la Knap pour 4D. Il n'y a plus besoin de le faire. Ok, maintenant, je pense qu'on peut aller écouter les questions-réponses. Merci beaucoup.